En 1966, le monde de l'automobile et du sport mécanique connaît un bouleversement historique qui marquera à jamais la légende des 24 heures du Mans. L'histoire officielle, popularisée plus tard par les journaux, les archives et même par le cinéma, présente Ford comme le grand vainqueur face à Ferrari, un géant américain humiliant un constructeur européen. Mais derrière ce récit glorieux se cache une vérité bien moins reluisante, une vérité que peu de personnes osent raconter, car elle remet en cause la pureté de cette victoire. Ce qui s'est passé au Mans en juin 1966 n'est pas seulement une bataille mécanique, mais une guerre psychologique, commerciale et politique où Ford a utilisé non seulement ses voitures, mais aussi des méthodes contestables qui ont redéfini le concept même de compétition. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord remonter quelques années en arrière, à l'époque où Henry Ford II rêvait de racheter Ferrari. Au début des années 60, Ford, symbole industriel américain, voulait s'imposer dans la course automobile et surtout sur la scène européenne où la marque n'avait aucune légitimité sportive. Enzo Ferrari, de son côté, dirigeait une petite écurie prestigieuse, mais financièrement fragile. Les négociations entre Ford et Ferrari semblaient prometteuses. Ford voulait injecter des millions. Ferrari voulait garder son indépendance. Mais l'ego d'Enzo, son refus de céder le contrôle sportif de son équipe, fit exploser l'accord. Lorsque Ferrari claqua la porte, humiliant Henry Ford II, ce dernier prit une décision radicale. S'il ne pouvait pas acheter Ferrari, il allait le détruire sur son propre terrain, au Mans. Ce contexte est fondamental car il explique la brutalité avec laquelle Ford va s'engager dans cette croisade. La GT40 n'est pas née d'un simple projet sportif, mais d'une revanche personnelle. Ford va investir des sommes colossales, recruter les meilleurs ingénieurs et s'associer à Carroll Shelby, l'homme qui a déjà prouvé sa valeur avec les Cobras. Dès 1964 et 1965, Ford engage ses GT40, mais les résultats sont désastreux. Panne mécanique, manque de fiabilité, Ferrari triomphe encore. Ce n'est qu'en 1966, après 2 ans d'échecs et d'améliorations incessantes, que Ford arrive avec une armada prête à écraser la concurrence. Cette année-là, au Mans, l'écurie Ford n'aligne pas une ou 2 voitures, mais une flotte entière de GT40 MKI. Les Américains imposent leur puissance industrielle. Des moteurs V8 monstrueux de 7 litres, des équipes de mécaniciens organisés comme une armée, des moyens logistiques sans précédent. Face à eux, Ferrari semble presque artisanal, avec ses voitures élégantes mais fragiles. Tout semble indiquer que Ford a enfin les armes pour vaincre. Mais ce que les spectateurs ne savent pas, c'est que la victoire ne sera pas seulement obtenue sur la piste, mais aussi en coulisses, grâce à une manipulation qui allait entacher cette édition. Dès le départ, la course s'annonce historique. Les GT40 prennent les devants. Ferrari tente de résister, mais les moteurs américains imposent leur puissance. Pourtant, l'endurance est une épreuve cruelle. Les voitures doivent tenir 24 heures et la mécanique peut lâcher à tout moment. Ferrari subit des problèmes techniques et les Ford se retrouvent en tête. Mais au fil des heures, une tension n'est non pas entre Ford et Ferrari, mais au sein même de l'équipe Ford. Car 3 voitures sont encore en lice pour la victoire. Celle de Bruce McLaren et Chris Amon, celle de Ken Miles et Denny Hulme, et celle de Ronnie Bucknum et Dick Hutcherson. Les 3 Ford dominent, mais qui va franchir la ligne en premier? Normalement, c'est sur la piste que la vérité devrait se jouer. Et Ken Miles, le pilote britannique, ancien mécanicien devenu légende, est en tête. Il a dominé la course avec brio, prouvant son talent et son endurance. Pour beaucoup, c'est lui le vrai vainqueur du Mans 1966. Mais Henry Ford II et les dirigeants de Dearborn ont une autre idée en tête. Ils veulent non pas une victoire individuelle, mais une image symbolique. 3 Fords franchissant la ligne ensemble, main dans la main, une démonstration de force orchestrée pour les caméras du monde entier. C'est là que la triche commence. On ordonne à Ken Miles de ralentir pour que les 3 Fords puissent se regrouper. Le plan est clair, offrir au monde la photo parfaite, celle d'un constructeur américain humiliant Ferrari avec non pas une voiture, mais une armée. Mais cette manipulation va changer l'issue de la course. Car au Mans, le règlement stipule qu'en cas d'arrivée groupée, c'est la voiture ayant parcouru la plus grande distance totale qui est déclarée vainqueur. Et comme la voiture de McLaren et Amon était partie un peu plus loin sur la grille de départ, elle est officiellement déclarée gagnante, malgré le fait que Ken Miles ait franchi la ligne en premier. Pour Ken Miles, c'est une tragédie. Après avoir gagné Daytona et Sebring la même année, il pouvait devenir le premier pilote de l'histoire à remporter la triple couronne de l'endurance. Mais on lui a volé cette victoire, sacrifiée pour l'image marketing de Ford. Quelques mois plus tard, il trouvera la mort lors d'essai, sans jamais obtenir la reconnaissance qu'il méritait. Et c'est cette vérité que Hollywood a choisi de simplifier, voire de masquer, dans son adaptation.
Car derrière le triomphe officiel de Ford, il y avait un mensonge, une injustice, une manipulation qui continue de hanter l'histoire du Mans. Après l'arrivée controversée du Mans 1966, beaucoup de spectateurs, de journalistes et même de passionnés de sport automobile se demandent ce qui s'est réellement passé. Les images officielles montrent 3 Ford GT40 franchissant la ligne ensemble, symbole parfait de la domination américaine. Mais derrière les sourires forcés, les accolades et la mise en scène savamment orchestrée, une profonde amertume règne. Ken Miles, celui qui aurait dû être célébré comme le héros absolu de cette édition, se retrouve légué au second plan. Le monde entier voit Ford comme un vainqueur triomphal, mais ceux qui connaissent les coulisses savent que cette victoire a un goût amer, presque empoisonné. Ken Miles, pilote britannique installé en Californie, n'était pas seulement un compétiteur, il était aussi un artisan de la réussite de Ford. Ancien mécanicien, il connaissait la GT40 dans ses moindres détails. Sa collaboration avec Carroll Shelby avait été essentielle pour transformer une voiture instable et fragile en une machine capable de tenir 24 heures de course. Sa victoire à Daytona, puis à Sebring, avait montré qu'il était l'homme de la situation. Et pourtant, à l'instant décisif, on lui a demandé de ralentir, de sacrifier sa victoire personnelle pour servir l'image de Ford. Ce moment révèle la brutalité des rapports de force dans le sport automobile. Ce ne sont pas toujours les meilleurs qui gagnent, mais ceux qui s'inscrivent dans la stratégie des puissants. Henry Ford II ne voulait pas d'un vainqueur unique. Il voulait une photo, une image symbolique qui marquerait l'histoire. Pour lui, le Mans 1966 n'était pas seulement une course, mais une campagne publicitaire mondiale. Et dans cette logique, Ken Miles devenait un pion qu'on pouvait sacrifier. Le règlement de l'Automobile Club de l'Ouest, ACO, l'organisateur du Mans, stipulait que la voiture ayant parcouru la plus grande distance totale serait déclarée vainqueur en cas d'arrivée simultanée. Comme la voiture de McLaren et Hammond était partie plus loin sur la grille, elle fut officiellement couronnée. Ken Miles, qui avait dominé toute la course, fut privé d'une victoire qui lui revenait de droit. Cette décision provoqua une onde de choc dans le paddock. Certains journalistes dénoncèrent une mascarade. Des membres de l'équipe Shelby eux-mêmes étaient furieux. Carroll Shelby, qui considérait Ken comme un frère d'armes, aurait tenté de plaider en sa faveur, mais la décision était irrévocable. L'image valait plus que l'homme. C'est ce que beaucoup retiennent aujourd'hui comme la véritable triche de Ford, non pas une manipulation mécanique ou une fraude technique, mais une mise en scène délibérée qui transforma une victoire légitime en un coup de communication. Il est important de replacer cet épisode dans son contexte. Au milieu des années 60, Ford cherchait désespérément à redorer son blason auprès de la jeunesse américaine. L'entreprise souffrait d'une image vieillissante, loin de l'excitation et de la passion qui entouraient Ferrari, Jaguar ou Porsche. Le Mans représentait bien plus qu'une course. C'était une vitrine mondiale. En humiliant Ferrari, Ford voulait séduire une nouvelle génération de conducteurs et prouver que l'Amérique pouvait battre l'Europe sur son propre terrain. Mais cette quête d'image a eu des conséquences humaines. Ken Miles, blessé par cette injustice, resta marqué. Quelques mois plus tard, en août 1966, il perdit la vie lors d'essais au volant de la Ford J-Car, une évolution de la GT40. Sa mort tragique renforça le sentiment qu'il avait été sacrifié par une machine trop grande pour lui. Pour beaucoup de passionnés, il incarne le héros oublié, celui qui a donné sa vie et son talent à Ford, sans jamais recevoir la reconnaissance méritée. Hollywood, dans son adaptation de cette histoire à travers le film Le Mans 66, où Ford v Ferrari, a choisi de montrer certains aspects de ce drame, mais sans insister sur les zones d'ombre. Le film présente Ford comme une organisation colossale, certes impitoyable, mais il simplifie l'ampleur de la manipulation. Le public sort de la salle en admirant le duel entre Ford et Ferrari, mais la subtilité de la tricherie, la manière dont Ken Miles a été dépossédé de sa victoire, reste édulcorée. Le plus frappant, c'est que cette controverse aurait pu rester confidentielle. Après tout, les spectateurs de l'époque n'avaient pas accès aux mêmes informations que nous aujourd'hui. Mais grâce aux témoignages des ingénieurs, des journalistes et de certains acteurs de la course, la vérité a fini par émerger. Et ce qu'elle révèle, c'est que le Mans 1966 n'a pas seulement été la première victoire de Ford, mais aussi l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire du sport automobile. Une victoire qui, encore aujourd'hui, soulève des débats passionnés. Ford a-t-il vraiment gagné à la loyale, ou a-t-il simplement utilisé son pouvoir pour réécrire l'histoire à son avantage? À mesure que les années passent, l'épisode du Mans 1966 continue de nourrir les discussions, les polémiques et les souvenirs. Ce qui aurait dû être célébré comme une victoire incontestable devient au contraire une source d'interrogation. Pourquoi Ford, avec toute sa puissance, a-t-il choisi de manipuler l'arrivée au lieu de laisser la piste décider?
Pourquoi Ken Miles a-t-il été sacrifié alors qu'il incarnait tout ce que Ford avait cherché à démontrer? La fiabilité, la vitesse et l'endurance. Pour répondre à ces questions, il faut plonger plus profondément dans la logique qui animait Ford à cette époque. Une logique où l'humiliation de Ferrari importait davantage que la reconnaissance des hommes qui avaient rendu la victoire possible. En 1966, Ferrari était encore le roi incontesté de l'endurance. Ses prototypes P3 étaient élégants, rapides et déjà victorieux les années précédentes. Mais face à la puissance brute des V8 américains, ils semblaient fragiles. Le duel Ford-Ferrari n'était pas seulement mécanique, il était culturel, l'Amérique industrielle, massive et conquérante contre l'Europe artisanale, raffinée mais vulnérable. En humiliant Ferrari, Henry Ford II voulait clore une humiliation personnelle, celle des négociations avortées avec Enzo Ferrari en 1963. L'homme qu'on surnommait Il Commendatore avait refusé de se plier à la volonté américaine et ce rejet avait laissé une cicatrice profonde chez Ford. Gagner au Mans, c'était laver cet affront. Mais Ford ne voulait pas seulement gagner, il voulait écraser. Il voulait montrer au monde que Ferrari ne pouvait plus rivaliser. C'est dans cette logique que la manipulation de l'arrivée prend tout son sens. Aux yeux d'Henry Ford II et de ses stratèges, peu importait qui, de Ken Miles, de Bruce McLaren ou de Ronnie Buchnum, franchissait la ligne en premier. Ce qui comptait, c'était que le monde voit trois Ford ensemble, unis dans une démonstration de force. Cette image valait plus que la vérité sportive, plus que la justice due au pilote. La victoire devenait un outil marketing, un slogan visuel destiné à résonner dans les journaux, à convaincre les consommateurs américains que Ford n'était pas une marque vieillissante, mais une force moderne capable de battre les meilleurs. Ce choix illustre un aspect fondamental du sport automobile à cette époque. Les pilotes, malgré leur courage et leur talent, n'étaient pas toujours les maîtres de leur destin. Derrière eux, les constructeurs, les sponsors et les dirigeants imposaient leur volonté. Ken Miles l'a appris à ses dépens. Sa victoire, méritée sur la piste, fut effacée au nom d'une stratégie de communication. Ce n'était pas la première fois, ni la dernière, que des intérêts commerciaux prenaient le pas sur l'esprit sportif. Mais rarement une telle injustice avait été si visible, si flagrante. Les témoins de l'époque décrivent la scène finale avec une précision presque douloureuse. Ken Miles, en tête, reçoit par radio l'ordre de ralentir. Il sait ce que cela signifie. Son triomphe personnel sera sacrifié. Il obéit, sans doute par loyauté envers Shelby et envers l'équipe, peut-être aussi parce qu'il n'imaginait pas à quel point cette manipulation allait le priver de sa victoire. Puis, sur la ligne, il franchit en même temps que McLaren et Hamon. Mais la règle du Mans est implacable. La distance parcourue depuis la ligne de départ compte. McLaren et Hamon, ayant démarré plus loin, sont déclarés vainqueurs. Ken Miles, pourtant leader, devient second. Ce simple détail de règlement, exploité par Ford, scelle le destin d'une légende. Ce qui rend l'affaire encore plus tragique, c'est la mort prématurée de Ken Miles quelques semaines plus tard. Lors d'essais sur la nouvelle J-Car, une évolution de la GT40, il est victime d'un accident mortel. Beaucoup y voient une double injustice. Non seulement on lui a volé sa victoire au Mans, mais il n'a jamais eu l'occasion de se venger, de revenir et de prouver définitivement sa supériorité. Sa disparition transforme son histoire en légende inachevée, en drame qui continue de hanter le monde de l'endurance. Les archives, les témoignages et les analyses ultérieures montrent à quel point Ford avait tout planifié. Rien n'avait été laissé au hasard. Ni les voitures, ni la stratégie, ni même l'image finale. L'ACO, de son côté, ne pouvait rien faire. Les règles étaient claires et la manœuvre de Ford, bien que controversée, était techniquement légale. Mais la question morale reste entière. Une victoire arrachée par la mise en scène et le sacrifice d'un pilote a-t-elle la même valeur qu'un triomphe obtenu à la loyale? Pour beaucoup, la réponse est non. Aujourd'hui encore, lorsque l'on évoque le Mans 1966, deux récits s'opposent. Le récit officiel, celui d'une victoire éclatante de Ford sur Ferrari, célébré comme l'apogée de l'industrie américaine. Et le récit officieux, celui d'une triche, d'une manipulation, d'un héros oublié. Ces deux versions coexistent, mais la seconde gagne en force à mesure que les passionnés redécouvrent les témoignages, les images et les documents de l'époque. Ce contraste entre gloire et injustice nourrit la fascination pour cet épisode, au point qu'il continue d'inspirer documentaires, livres et films. Lorsque l'on observe le déroulement du Mans 1966 avec le recul de plusieurs décennies, on se rend compte que cette édition ne fut pas seulement une course automobile, mais un tournant dans l'histoire du sport mécanique et dans la manière dont les grandes entreprises utilisaient la compétition comme outil de communication. Ford n'était pas un constructeur artisanal cherchant la gloire sportive, mais un empire industriel déterminé à prouver sa supériorité. En écrasant Ferrari,
En manipulant l'arrivée et en sacrifiant Ken Miles, Ford a montré que Le Mans pouvait devenir un théâtre où l'image valait plus que la vérité sportive. Cette philosophie allait marquer l'avenir, car après 1966, la domination de Ford se poursuivit. Les GT40 remportèrent également les éditions 1967, 1968 et 1969, cimentant la légende de la voiture. Mais la première victoire, celle de 1966, reste la plus controversée. Elle est le symbole de la puissance brute, mais aussi de la brutalité d'un système où l'humain passait au second plan. Ken Miles aurait pu devenir un triple vainqueur la même année, avec Daytona, Sebring et Le Mans. Son nom aurait été gravé au Panthéon aux côtés des plus grands. Mais l'histoire officielle en a décidé autrement. Ce que le public a retenu, ce n'est pas Miles, mais la victoire collective de Ford. Le contraste entre l'histoire vécue et l'histoire racontée est frappant. Hollywood, en portant cette histoire à l'écran des décennies plus tard, a choisi de se concentrer sur le duel entre Ford et Ferrari, sur le génie de Carroll Shelby et le talent de Ken Miles. Mais même dans ce récit cinématographique, la vérité est simplifiée, rendue plus acceptable pour le grand public. Le film Le Mans 66 montre bien la tension, la rivalité, les trahisons internes, mais il ne souligne pas avec toute sa force la manipulation finale, la triche morale qui a défini cette édition. Le spectateur sort du film ému, admiratif, mais pas pleinement conscient de la profondeur de l'injustice. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est qu'elle révèle le visage double du sport automobile. D'un côté, il y a la passion, l'héroïsme, le courage des pilotes prêts à risquer leur vie. De l'autre, il y a les constructeurs, les stratégies, les calculs froids dictés par l'argent et le prestige. Le Mans 1966 incarne parfaitement ce contraste. Ken Miles symbolise le premier visage, celui de l'homme passionné, talentueux, fidèle à son équipe. Ford symbolise le second, celui de l'empire industriel prêt à tout pour une image. Et entre ces deux visages, il y a la tricherie, ce moment où l'homme est sacrifié pour l'entreprise. L'héritage de cet épisode dépasse le sport. Il interroge la manière dont nous racontons l'histoire. Pendant des années, le récit dominant fut celui de Ford triomphant de Ferrari. Mais à mesure que les vérités émergent, ce récit est contesté. Les passionnés d'automobile savent aujourd'hui que la victoire de McLaren et Hammond n'était pas le fruit d'une domination sur la piste, mais d'une manipulation orchestrée. Ils savent que Ken Miles est le véritable héros oublié. Et cette prise de conscience change la façon dont nous percevons non seulement cette course, mais aussi l'ensemble de l'histoire du sport automobile. Ce qui est certain, c'est que l'image de 1966, les trois Fords franchissant la ligne ensemble, restera à jamais gravée dans la mémoire collective. Mais derrière cette image, il y a une autre réalité, celle d'un homme à qui l'on a volé son triomphe. C'est cette réalité que nous devons rappeler, encore et encore, pour que Ken Miles ne soit pas seulement un nom effacé par la communication de Ford, mais un symbole de courage, de loyauté et d'injustice. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, les passionnés continuent de débattre. Certains défendent Ford, arguant que les règles ont été respectées, que la stratégie faisait partie du jeu. D'autres considèrent que la manœuvre fut une trahison envers l'esprit sportif. Mais tous s'accordent sur une chose, cette édition fut unique, exceptionnelle et profondément marquée par le conflit entre l'homme et la machine, entre la vérité et l'image. En fin de compte, le Mans 1966 est bien plus qu'une course. C'est une parabole sur le pouvoir, la manipulation et le sacrifice. Une histoire où les vainqueurs ne sont pas toujours ce que l'on croit. Une histoire où la gloire officielle masque une triche subtile, mais implacable. Et une histoire qui, encore aujourd'hui, résonne comme un avertissement. Dans le sport comme dans la vie, il y a parfois un écartement entre ce que l'on voit et ce qui s'est réellement passé.